Donc bonjour à tous, Christophe Douane, donc je suis directeur du développement associé du cabinet Aléa qui vous propose ce webinaire en co-construction avec la société Nomade, spécialiste du transport de l'accompagnement autour du transport des structures sociales et médico-sociales. On a souhaité faire ce webinaire en co-construction afin de vous présenter l'état de l'art, ou en tout cas peut-être vous ouvrir l'esprit sur la possibilité aujourd'hui de gérer vos transports de manière numérique, ce qui n'était pas forcément faisable avant. Et on a un invité, pas surprise, parce que c'est déjà inclus dans la présentation du webinaire, donc Florian de la société, de l'association Itinova. C'est une asso ou pas d'ailleurs, je sais plus. C'est une association. Association. Excuse-moi pour le détail. Et puis donc Giovanni, qui est le PDG de la société Nomade. Je meuble un peu en attendant les derniers participants. On va se présenter un petit peu plus précisément. On est 27, ça continue à monter. On va attendre encore quelques instants. Profitez-en pour compléter le sondage qui vous a été proposé pour essayer d'évaluer un petit peu votre voilà d'où vous venez et voilà ce que vous attendez. On aura des temps de questions-réponses et d'échanges, mais là d'ores et déjà on vous propose de répondre sur cette question du transport, savoir si vous utilisez un logiciel dédié, si vous utilisez la gestion externalisée. Les premiers, allez, ce qui ressort un petit peu déjà du sondage, je ne gère pas 53%, Excel 33%, logiciel dédié 13%, externalisé à mes prestataires 0%. Voilà, sur 15 votes. C'est-à-dire un peu moins de la moitié encore. On va commencer, et au moins on va commencer à se présenter. Vincent, je te laisse passer la diapo suivante. Non, si, c'est bon. Donc je me représente à nouveau, Christophe Douane, donc je suis directeur associé chez Aléa. Un bon background côté IT et côté médico-social. Et j'ai été aussi dirigeant de structures médico-sociales, donc je connais bien le secteur et les problématiques des établissements. En l'occurrence, c'était une masse. Et puis, les autres, je vous laisse vous présenter. Alors Florian Sodini, moi je suis directeur d'établissements médico-sociaux pour l'association Itinova. Je dirige en particulier donc l'IME Jean Bourjade qui est situé à Villeurbanne, l'IME Édouard Seguin qui est situé à Lyon 3e, un service d'éducation précoce à domicile également à Villeurbanne, qui est des services associés pour l'école inclusive. Pour l'association Itinova, pour vous la situer, on est sur un périmètre national, une association qui gère 74 établissements et services pour près de 3000 salariés, avec 6 pôles d'activité, un pôle handicap et petite enfance, handicap et adulte, précarité, logement, un pôle aussi sanitaire avec soins de suite et hospitalisation, accueil des personnes âgées. Voilà, donc du coup, c'est une association qui au service de la personne, mais qui a un périmètre d'activité assez large. Donc là, un focus plus précis sur les établissements enfants pour ma part. Okay. Donc, bonjour à tous, moi c'est Giovanni Osorio et je suis docteur en mathématiques et applications de l'INSA de Lyon. Et du coup, Nomad, c'est avant tout un projet scientifique qui a été démarré en 2016 avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, l'idée, c'est la proposition des algorithmes d'optimisation pour optimiser les circuits de ramassage dans les médico-sociales. Et donc, c'est à la fin des 2 thèses doctorales qu'on a proposé d'intégrer les algorithmes d'optimisation dans un web service. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter Nomad, c'est le web service qui permet de programmer les transports en quelques clics. Christophe, tu as le micro. Ton micro.
Merci, super. Ça marche mieux avec. En effet. Un petit sommaire, on va parler rapidement de la transformation numérique des ESMS, là où on en est aujourd'hui. Ensuite, on abordera évidemment la fonction transport au sein des établissements sociaux, médico-sociaux. Et surtout, c'est certainement ce que vous attendez le plus, et nous aussi, le retour d'expérience d'Itinova sur cette optimisation de la fonction de transport. Après, on conclura et on passera surtout sur cette séance de questions-réponses qui est aussi tout aussi importante. Okay. Je ne vois pas avancer le... Non, on est toujours sur le sommaire. Bah, moi, je vois que le sommaire. Ok, tu peux passer à la suivante. Donc, la transformation numérique des ESMS. Il n'y a pas que le micro qui ne marche pas. Ouais. Bon, vous avez tous compris, évidemment, j'imagine déjà si vous êtes autour de la table, que la transformation numérique et que le numérique, c'est un levier pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers et évidemment aussi évidemment, aux professionnels du service de l'accompagnement. Aujourd'hui, je rappelle le contexte, on est en pleine numérisation, digitalisation, on peut utiliser les deux, du Ségur, de la santé en France. Je dis en plein, pourquoi? Parce qu'il y a eu des bribes qui ont été faites auparavant, mais là, il y a une vraie dynamique au niveau de l'État pour impulser le numérique en santé en France. Quand je dis numérique en santé, ça maintenant intègre non pas que le soin et le sanitaire, ça intègre aussi le social et médico-social. Et tout ce contexte est à travers le numérique en santé et notamment du Ségur avec des programmes relativement importants, presque, je dirais même historiques, 1,4 milliard à destination du sanitaire et 700 millions quasiment à destination du médico-social qui font depuis 2021 font que on a, et notamment au travers du programme ESMS numérique, une vraie démarche de montée en maturité extrêmement importante pour rattraper un retard que certains avaient, que d'autres avaient de manière encore plus importante par rapport au monde du sanitaire, afin que tout le monde se mette en ligne et d'équerre par rapport à ce projet Sécure du numérique en santé. Et cette montée du numérique, elle se fait sur plusieurs sujets, en fonction de la maturité, en fonction de l'appétence des structures, sur différents sujets, sur la structuration des processus, sur l'adoption de l'automatisation de l'IA, et toujours, pourquoi il me sort ça? Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais plus. Et en fait, on voit une vraie montée en maturité des structures médico-sociales au fur et à mesure qu'on avance, et tout ça un petit peu transporté par le programme ESMS numérique. Aujourd'hui, on fait un focus sur le transport, ce transport qui est quand même, on va le voir, hein, mais le deuxième sujet budgétaire dans une structure médico-sociale, pour ceux qui ont une fonction transport importante, et on va voir comment encore, là, une fois, le numérique a un impact sur cette dynamique-là. Aujourd'hui, Aléa, je vous présente rapidement qui est Aléa. On est un cabinet de conseil en transformation numérique. Donc, on fait du conseil stratégique, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour ceux qui ont fait le programme ESMS numérique ou qui sont dedans, vous avez compris maintenant ce que ça peut être l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est vous accompagner à élaborer vos besoins, déployer des solutions comme le DUI, mais comme d'autres solutions comme le transport ou encore du SIRH, du SI Finance. Donc, on accompagne de la stratégie sur de la feuille de route numérique, la création, la mutualisation de DSI, de l'accompagnement au programme ESMS numérique, on l'a dit, tout ce qui est DMAT, tout ce qui ressort de la DMAT, la GEL, le SAE, la relation patient-usager, incluant notamment la notion de transport, tout ce qui tourne autour de l'activité, la compta, SIRH, SI, finance, gestion du patrimoine aussi, et puis tout ce qui est du domaine de l'urbanisation, du traitement de données et autres. Voilà, je m'arrêterai là pour la présentation d'Aléa. C'est juste pour vous donner un petit peu de sujet sur ce qu'est le conseil informatique et l'AMOA. On a aujourd'hui, on a accompagné près de 650 organismes gestionnaires et plus de 3500 structures médico-sociales et
notamment près de 25% du programme ESMS numérique en France, avec des acteurs de dimension locale, régionale, nationale et pour certains même internationale. Voilà, je n'irai pas plus loin. On accompagne aussi des ARS, des grades. Voilà, et maintenant je vais donner la main à Giovanni qui va nous parler évidemment de la fonction transport. C'est le sujet du webinaire. Merci Christophe. Donc, les transports dans le médico-social, donc il y a deux axes qu'on peut considérer. Il y a la partie financière pour les établissements médico-sociaux. Comme dit Christophe, c'est surtout un enjeu stratégique. Il n'y a pas qu'une problématique logistique pour la proposition des circuits ramassage, mais il y a aussi un enjeu financier parce que les transports, c'est aussi un poste de dépenses après les dépenses de personnel dans les établissements. Et des dépenses qui ont été calculées sur une loi qui date de 86, alors qu'aujourd'hui, les établissements, ils sont de plus en plus séquentiels. Il y a l'internat, de l'externat, de l'accueil du jour, et ils sont plus organisés en dispositifs. Donc, les transports individuels, ils commencent à exploser aussi. Et donc, la plupart des établissements ne tiennent pas sur les budgets de transport aujourd'hui. Et il y a aussi une notion de qualité de service parce que de plus en plus, on essaye de prendre en compte les besoins spécifiques des usagers quand on va programmer les circuits de ramassage. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Vincent. Quand on parle des besoins spécifiques des usagers, c'est qu'aujourd'hui, on doit, avant on les prenait aussi, mais aujourd'hui, les besoins ils sont de plus en plus, il y a des besoins des attentes qui sont de plus en plus importantes, notamment, bon, il y a les types de handicap, est-ce qu'on utilise une voiture qui soit configurable parce qu'il y a des marchands et fauteuils roulants, est-ce qu'on va proposer une ordre de prise en charge qui est spécifique parce qu'éventuellement, la famille doit partir travailler à 7h30, donc il faut absolument récupérer une personne avant 7h30. Est-ce que, je sais pas, on va proposer un transport lundi, mercredi et vendredi chez la mère, mardi et jeudi chez les pères? Est-ce qu'il y a la semaine père de la semaine impaire, par exemple? Est-ce qu'il y a il y a des contraintes des mixités de certaines personnes qui ne peuvent pas aller dans la même voiture ou est-ce qu'il y a un usager qui a besoin d'une place supplémentaire dans la voiture? Donc, tous ces besoins spécifiques, il faut les tenir compte et lorsqu'on est en train de programmer les transports pour les établissements médico-sociaux. Du côté de l'établissement, il y a des horaires d'accueil, les fins d'accompagnement aussi. Et du côté de la logistique, il y a des flottes de véhicules qu'on peut reconfigurer et des aménagements spécifiques à gérer, des noms de places qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, ça, du côté de l'établissement, c'est assez complexe, autant plus quand c'est un transporteur qui va nous proposer éventuellement une organisation. Parfois, la communication il peut être difficile avec les transporteurs. La structure des coûts, il est assez hétérogène, donc on ne sait pas forcément en quoi il s'est basé pour proposer la structure des coûts. Est-ce que c'est un coût au kilomètre? Est-ce que ce coût au kilomètre, il est facturé à partir du point de dépôt? Est-ce qu'il est facturé à partir du premier usager qui est pris en charge? Est-ce que c'est par rapport au nom de circuit qu'il nous propose? À la fin, on n'est jamais sûr que la proposition du transporteur soit vraiment la proposition optimale et du coup, on n'est pas armé non plus pour évaluer cette proposition. Donc, il y a aussi une question d'augmentation des coûts. Vous savez tous qu'il y a une augmentation des coûts progressifs entre 5 et 8% annuels qui est liée pas seulement à l'augmentation d'accueil des usagers, mais aussi à la complexification dans l'organisation de transport. Et toujours dans un contexte de contraintes budgétaires pour programmer ces circuits. Donc, on passe à la slide suivante. Et pourquoi l'optimisation des transports, il est compliqué? Je vous avais dit, c'est un levier stratégique de réduction et optimisation des coûts, mais on demande d'optimiser les coûts sur un problème qui est assez compliqué. Quand on va programmer un transport individuel, il y a une seule possibilité. Si on va programmer un transport pour 20 personnes, le nombre de combinaisons possibles, ça peut monter jusqu'à 20 000 milliards de propositions. Si on doit programmer un transport mutualisé entre 12 établissements de 80 places, par exemple, on tombe sur des numéros qui sont indéterminés. Et du coup, c'est normal que parfois, on va se tromper dans l'organisation de ce transport et se tromper une demi-journée dans l'organisation de ce transport, ça serait se tromper sur 10 demi-journées dans la semaine et éventuellement 40 semaines dans l'année. Donc, se tromper dans les transports une demi-journée, ça peut coûter cher et quand on compte vraiment la totalité de l'année.
Donc, on passe à la slide suivante, comment on optimise les transports. Donc, on va récupérer les positions, les adresses, la demande de transport de chaque usager. On va centraliser ces demandes dans l'établissement. Avec la demande de transport, on va demander à Google Maps, au TomTom, de nous créer une matrice de distance, c'est-à-dire qu'il calcule la distance trafic qu'il y a entre chaque usager. Et une fois on reçoit ces matrices de distance, on va demander aux algorithmes d'optimisation qui fassent toutes les itérations possibles, c'est-à-dire toutes les possibilités qui existent dans ces centaines d'usagers et qui nous renvoient la réponse optimale. Normalement, une réponse optimale qui, dans le pire des cas, va nous garantir une réduction de 10% des coûts annuels de transport et dans les meilleurs cas, sur des territoires plutôt urbains comme Paris, Lyon, Marseille, ça pourrait aller jusqu'à 25% des coûts de transport. Et donc, une fois on a exporté les données, il y a deux possibilités. Soit on utilise l'exportation des données, par exemple une feuille Excel, pour challenger les transporteurs lors de l'appel d'offres. On va lancer un appel d'offres, mais on va se supporter sur l'organisation optimale des circuits. Donc là, on est sur une discussion au coût au kilomètre. Soit l'établissement, il fait le transport en interne et il utilise éventuellement ces propositions pour réduire le nombre de circuits nécessaires pour transporter la même quantité de personnes. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, c'est quoi la proposition Nomad? C'est une interface web service pour les établissements. Ça permet de créer et planifier les tournées optimisées, de suivre les trajets en temps réel, d'améliorer la communication entre les conducteurs, l'usager et l'établissement et d'organiser les informations personnelles et administratives des usagers. Du côté de l'usager, on a une interface, une application mobile qu'on va télécharger sur le Play Store, par exemple. Et du coup, une fois le transport a été lancé par les chauffeurs, 15 minutes avant l'arrivée, on nous envoie une notification pour suivre en temps réel l'arrivée de la voiture. C'est une fonctionnalité qui a été très demandée par les familles parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de coordination dans la prise en charge des usagers. Parfois, le transport était en retard et les familles ne savaient pas vraiment les moyens de savoir à quelle heure la voiture allait arriver. Donc, du côté du chauffeur, c'est aussi une application mobile. Et du coup, une fois on a modélisé les circuits de ramassage, on va uniquement envoyer la tournée qui a été désignée par les web services et le chauffeur, il reçoit directement cette tournée dans son application mobile. Donc, on passe à la slide suivante. Et juste pour vous expliquer que l'optimisation concerne tous les établissements et pas toutes les optimisations sont égales. Ça dépend beaucoup de la stratégie ou de la structuration des coûts des transporteurs et ça dépend aussi des envies de chaque établissement. Est-ce qu'on va optimiser pour réduire le nombre de kilomètres parce qu'éventuellement l'appel d'offres ou les transporteurs qui vont répondre et ils vont se baser dans le nombre de kilomètres pour nous proposer une facturation. Est-ce qu'on va réduire plutôt le nombre de tournées qu'on va proposer? Est-ce qu'on va réduire les émissions de CO2? Est-ce qu'on va réduire le temps maximal de trajet parce qu'il y a des enfants qui sont en train de passer beaucoup de temps dans les transports? Est-ce qu'on va réduire la moyenne de temps que les usagers sont en train de passer actuellement? Et est-ce qu'on va créer des points de ramassage pour réduire le nombre de kilomètres et effectuer des trajets beaucoup plus directs? Et éventuellement, il y a une problématique de mutualisation des transports entre plusieurs établissements. Ou est-ce qu'on va développer une stratégie d'électrification des flottes et que du coup, on a besoin de tester plusieurs scénarios pour voir à quel moment passer sur une voiture électrique, il devient rentable pour l'établissement. Donc, je vous laisse avec Florian Sodini. On va parler d'une expérimentation qui comprend la mutualisation des transports avec la proposition des points de regroupement. Alors l'idée c'est de vous partager un peu mon expérience. Alors vraiment en toute humilité sur une dynamique très locale, mais je pense ça peut être intéressant pour chacun d'en apprendre. C'est pour ma part la deuxième fois que je fais appel à Nomad pour avoir vraiment une analyse objective d'optimisation de mes transports. La première fois c'était pour la constitution d'un appel d'offres, et là cette fois-ci c'était pour pouvoir optimiser l'organisation du transport pour mes établissements. Donc voilà, pas de lien commercial entre nous, donc c'est vraiment en toute humilité juste ce partage d'expérience. Donc pour moi l'objectif premier c'était la diminution des coûts, sachant que sur la rentrée 2022, septembre 2022, j'avais une augmentation de coûts de plus de 30%.
sur les circuits. Qui ne m'a pas été annoncé, hein, que j'ai pu constater avec une analyse des circuits au coût kilomètre. Donc ça, c'était quelque chose voilà, très impactant sur le service. Et sachant que cette dynamique n'allait pas aller en s'améliorant, il était important de pouvoir visualiser ce qui était possible de faire. Donc aujourd'hui, le gros manque que j'avais et qui nous manque souvent, c'est que je trouve qu'on est sur une approche assez artisanale de ces transports. Souvent, les organismes de transport, alors là pour le coup, c'est un deuxième prestataire qui était différent des premiers, mais n'ont pas les outils pour nous permettre d'avoir une réelle vision de ce qui est proposé et l'organisation des coûts. Ça, c'est une grosse difficulté. Je compare un petit peu à comparer une assurance avec une autre ou une mutuelle avec une autre. Il y a une opacité qui fait qu'il est aujourd'hui très difficile de savoir où naviguer. Donc moi, j'ai utilisé la solution de Nomad pour avoir une analyse assez objective de l'organisation. Qu'est-ce que d'un point de vue théorique, avec ces enfants à transporter, avec leur localisation, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir dans l'idéal théorique avec des véhicules et la flotte de véhicules, et de savoir dans ces optimisations d'essayer de co-construire les composantes de coûts. Est-ce qu'il est plus intéressant de réduire le nombre de tournées? Est-ce qu'il est plus intéressant de diminuer le nombre de kilomètres? Est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir des points de regroupement communs? Voilà, donc le fait d'avoir différents scénarios nous permet de modéliser une proposition théorique qui nous permet d'avoir une base de comparaison. Donc moi, je l'ai vraiment utilisé comme un outil d'aide à la décision, et là pour le coup d'une aide à la négociation. Première étape, je dirais, dans ce travail d'analyse, donc une fois qu'on a intégré les données. Alors c'est cette phase-là qui est, je dirais, aujourd'hui la moins accessible, parce qu'il fallait retranscrire sur un fichier Excel les différentes adresses des enfants, quand est-ce qu'ils sont transportés, est-ce que c'est lundi matin, est-ce que c'est lundi après-midi. C'est là où l'interfaçage avec les prochains DUI serait peut-être intéressant pour avoir un audit flash beaucoup plus simple. Voilà. Mais hormis ça, une fois qu'on a renseigné les données, ça nous a permis de nous rendre compte que par rapport à des coûts moyens, globalement, notre transporteur était à peu près dans la norme. Voilà, on n'était pas, voilà, j'avais une crainte et une incapacité de savoir si finalement notre transporteur nous proposait des coûts qui étaient juste hallucinants ou si c'était des coûts raisonnables. Donc, partant de principe qu'on était sur des coûts qui étaient à peu près sur la moyenne du marché, on a donc du coup, j'ai décidé de ne pas faire un appel d'offres, mais plutôt de réfléchir et de négocier avec mon transporteur pour atteindre une cible budgétaire. Donc, j'avais un budget annuel cible qui était de 362 000 €, sachant que on était plutôt aux alentours de 300 000 précédemment. Donc voilà, une augmentation importante. Et moi, l'objectif, c'était de revenir à des coûts moins importants. Au niveau de cette négociation, donc là, on peut peut-être passer à la slide suivante. Si tu veux, Florian, je l'explique rapidement. C'était juste la démarche qu'on a suivie pour effectuer ces mutualisations. Vous voyez bien que dans la partie de droite, dans l'image de droite, il y a un petit établissement qui est en vert et un petit établissement qui est en bleu. Et les usagers aussi, ils sont des différents types de couleurs. Et la demande de Florian, c'était est-ce que tu peux évaluer éventuellement si une mutualisation des transports entre les deux établissements avec la proposition de points de regroupement, ça pourrait réduire les coûts de transport et en combien ça pourrait réduire. Donc, l'image de gauche, c'est juste une espèce de zone d'autonomie qu'on avait définie avec Florian. Il m'a dit, tu peux chercher les points de regroupement jusqu'au 1 km de zone d'autonomie des personnes. On va demander un effort de 1 km. Pour certaines personnes, il faut absolument qu'on les récupère éventuellement à domicile. Et pour certaines personnes, l'autonomie ou l'effort qu'on va demander, c'est 300 mètres ou 500 mètres, mais on pouvait aller jusqu'à 1 km. Et c'est comme ça qu'on a fait cette proposition. Donc, on pourrait passer à les slides suivants pour laisser à Florian d'expliquer. Alors, au niveau de l'optimisation théorique, avec le même nombre d'usagers, il y avait 13 circuits qui étaient organisés précédemment, donc pour des établissements propres. Donc, il y en avait 5 pour un établissement et 8 pour l'autre.
avec les règles et ce qu'on essaie d'établir, ce qu'on appelle le taux d'effort, donc c'est-à-dire pas une prise en charge à domicile, mais une prise en charge qui représente l'effort pour un parent d'amener son enfant à l'école de quartier, on pouvait théoriquement viser 11 tournées, 11 circuits et non pas 13. Donc ça, c'était la base théorique qui nous a permis de négocier avec nos transporteurs. Alors, là, comme je vous le disais, ce qui était important pour moi, c'était de disposer d'une analyse objective. Et donc ça, je l'avais. Je savais qu'avec des véhicules 9 places, en mutualisant sur les 2 établissements, en organisant des tournées avec des points de regroupement mutualisés, je passais de 13 à 11 et que c'était le facteur déterminant le plus important pour la réduction des coûts. Sachant que pour moi, supprimer un circuit, c'était près de 25 à 30 000 euros par circuit supprimé. Passant par là, on avait aussi une réduction du nombre de kilomètres. Donc, on a fait une première réunion avec le transporteur, notre prestataire, pour voir un petit peu s'il était jouable de pouvoir optimiser leur proposition. Et comme je vous le disais, la plupart du temps, on est dans une approche incrémentielle. Ça veut dire que d'une année à l'autre, on adapte les transports qui sont historiquement organisés et on vient rajouter des usagers, on vient en enlever. Mais en aucun cas, on a une analyse globale et une page blanche dès le départ. Donc, il a été dit et négocié que en diminuant le nombre de kilomètres et diminuant le temps passé par les conducteurs sur le trajet était aussi une autre composante importante de la diminution des coûts. Donc, on a à la fois travaillé sur la réduction du nombre de circuits, mais à la fois sur la réduction du temps passé et des circuits. Donc, vous le voyez là sur l'optimisation. Alors, là, c'est pas le résultat de l'optimisation nomade. On s'est servi de l'optimisation nomade et donc la proposition que vous voyez en haut à gauche, donc c'est l'initiale de février 2023. En bas à droite, c'est l'organisation proposée pour cette rentrée-là, donc septembre 2023. Il a fallu tenir compte pour eux d'une contrainte, c'est de ne pas pouvoir déployer autant de véhicules 9 places que nécessaire. Donc, ils ont adapté la proposition de Nomade en proposant d'autres points de rendez-vous, en proposant d'autres véhicules, donc parfois des 9 places, parfois des 7 places, parfois des 4 places. Néanmoins, on arrive à la fin à une optimisation à 11 circuits, donc qui permettait une optimisation des coûts. Là où j'ai un petit peu déchanté, c'est que finalement, je me rends compte qu'avec le transporteur, il y a finalement un coût incompressible de fonctionnement et qu'on a beau obtenir des réductions significatives en termes de nombre de kilomètres, de temps passé sur les circuits, on n'a pas eu une diminution du coût par circuit en correspondance des économies en termes de nombre de kilomètres et de temps passé. Pour vous donner un exemple, là, sur le circuit 1 qui est passé donc à 8 km, on avait une diminution de plus de 20%, donc presque 30% du nombre de kilomètres, une baisse de temps de 20% et une augmentation du coût du circuit de 6%, donc ce qui était complètement incohérent. Donc l'optimisation qu'on a pu obtenir, c'est qu'en diminuant le nombre de circuits, on a pu obtenir une diminution des coûts, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Pour autant, avec ce transporteur-là, on voit bien que cette analyse que j'ai dû faire, qui m'a pris près d'une demi-journée, montrait qu'il y avait des composantes de coûts qui n'étaient pas transparentes. Et que finalement, voilà, il y a certains enjeux de négociation qui font que les coûts ne sont pas établis sur des bases objectives. Donc, quand je parlais d'un outil d'aide à la décision, c'est là où c'est effectivement important de voir auprès de qui on veut travailler, de quelle manière, comment sont décomposées les choses. Là, je me rends compte que voilà, l'optimisation que j'ai faite et qu'on a proposée, voilà, permet réellement de diminuer les coûts. Pour autant, pas à la hauteur de ce que j'aurais théoriquement pu escompter. Donc, il va être certain que, pour ma part, j'imagine pouvoir travailler avec d'autres prestataires et pas avec un transporteur unique. Ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir nous fournir autant de véhicules 9 places que de possible. Et donc, il y a des difficultés de pouvoir réorganiser les circuits dès lors qu'il y a une admission en cours d'année. Donc ça, c'est quand même assez complexe. Et là, aujourd'hui, la diminution de nombre de kilomètres, voilà, vous voyez au niveau de la dernière colonne coût au kilomètre,
on a des coûts au kilomètre qui explosent. Donc finalement, voilà, un circuit organisé, on a en général un coût qui peut être en diminution, mais pas directement lié au nombre de kilomètres et à la durée. En tout cas, pas pour ce transporteur-là. Pour voilà, vous faire part d'une autre expérience que j'avais eue avec un autre transporteur. De la même manière, sur un appel d'offres, il s'était positionné sur des circuits avec des kilomètres vraiment réduits, mais le coût au kilomètre avait explosé. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une part cachée des coûts qui est quand même pas simple, et il faut en avoir conscience. Voilà, pour savoir sur quoi négocier, sur quelle base pouvoir négocier. Dans tous les cas, là, ça a permis d'avoir ce travail-là, cet audit a permis d'avoir une vraie base de travail pour pouvoir négocier, pour pouvoir se rendre compte et évaluer la crédibilité de notre prestataire dans l'organisation du transport. Donc la copie était effectivement loin d'être optimale, alors que depuis des années, il nous disait que c'était vraiment, ça avait été pensé, ajusté au mieux. Voilà, donc là aujourd'hui, on est vraiment dans une possibilité de pouvoir penser les choses un peu différemment pour l'organisation du transport. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'avais besoin et j'ai toujours besoin d'avoir ces outils-là d'analyse objective. Là, ce fut le cas. Avec un résultat qui est pas vraiment à la hauteur de ce que j'aurais souhaité, mais qui n'est pas dû à la solution, qui est dû plutôt au contexte. Et on va avoir encore des contraintes qui vont être supérieures, puisqu'on on parlait de l'électrification des véhicules. Bon là aujourd'hui, la plupart des transporteurs nous disent, nous des véhicules 9 places, on pourra plus, ce sera des véhicules 7 places. Pour les véhicules électriques, parce que ça n'existe pas en 9 places. Donc voilà, il y aura des enjeux à venir qui vont être importants, en tout cas pour pouvoir disposer de données fiables et objectives, à savoir comment est-ce qu'on peut rationaliser nos coûts. Donc voilà un petit peu sur ce que je pouvais dire de l'expérience que j'ai eue. Donc là, sur cette rentrée, j'ai effectivement une diminution des coûts, voilà, avec une satisfaction moyenne de cette optimisation due à un transporteur qui n'a pas joué complètement le jeu. Mais là, on est vraiment dans une dynamique de négociation commerciale. Okay. La suite, bon voilà, bien sûr, on vous donnera les supports de ce webinaire pour vous permettre d'avoir des contacts sur le retour d'expérience, sur l'optimisation du transport chez Nomad ou la transformation numérique au global chez Aléa. Et puis je crois que c'est les questions qui viennent en suivant. Voilà. Donc je crois qu'il y a des questions qui ont été posées pendant l'intervention. Je pense que ça serait bien qu'on les prenne une par une. Je me propose de les poser. Je ne sais pas si ton micro est revenu. Donc, non, je n'ai pas l'impression. Je vais prendre le relais. Donc, il y a une question. Je vais les prendre dans l'ordre. Je ne sais pas lesquelles. 11h20, 11h21. La première question, c'est Yannick qui la pose. Yannick, qui sont les concurrents de Nomad sans fortement les citer? Ça, je pense que c'est Giovanni qui doit pouvoir répondre à cette question. En fait, aujourd'hui, on compte sur un concurrent qui est éventuellement indirect. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui s'appelle Transcolaire ou Envergure, qui se positionne plus sur la gestion des flottes et éventuellement sous les suivis de circuits de ramassage, mais qui ne dispose pas aujourd'hui d'un moteur d'optimisation pour créer les circuits. Donc, c'est plus dans la gestion que dans l'optimisation. Et dans l'optimisation, on compte en tant que tel et spécifique dans les médico-sociales. Et pour l'instant, on est la seule solution. D'ailleurs, je crois que vous avez été nommé et remporté Structure 3.0 l'année dernière, non? C'est ça, c'est Structure 3.0. On l'a remporté en 2021. Et donc, on a été lauréat de l'Agence numérique santé. Et puis, 2022, on a gagné les prix au meilleur système d'information du médico-social.
Voilà, Yannick, je pense que tu auras ta réponse. Ensuite, on a Mathilde. Est-ce que l'utilisation de Nomad s'adapte au SAD, service d'aide à domicile? Ouais. Et malheureusement, pas aujourd'hui. En premier temps, on s'est focalisé vraiment sur l'optimisation du transport collectif, et notamment pour les établissements, en IME par exemple, et parce que c'est là qu'on a les plus grosses de valeur ajoutée et les plus grosses réductions des coûts de transport. Et par contre, on travaille sur un V2 qui va prendre en compte les transports en individuel, mais par contre, ce V2, il va sortir en avril de l'année prochaine. D'accord. Et ensuite, on a une autre question de Dominique. Aujourd'hui, dans quelle mesure un outil tel que Nomad s'interface avec une solution type DUI? Ouais, c'est la vraie question. Et on travaille avec certains développeurs de DUI pour faire cet interfaçage. Après, il y a une question d'interfaçage et aussi il y a une question de est-ce que les DOI, ils ont toutes les informations nécessaires pour faire une interopérabilité directe avec Nomad. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, même si on a une interopérabilité parfaite avec un DOI, on va récupérer à peu près 50% des données nécessaires pour faire courir une simulation. Donc, il y a un travail d'interopérabilité, mais il y a aussi un travail de est-ce que les DOI ils sont tous la donnée qui sont liés au transport des usagers. D'accord, donc c'est possible et d'ailleurs ça serait, je pense, super intéressant. Je crois qu'il y a des éditeurs qui nous écoutent, donc je les laisse revenir vers toi, Giovanni, pour essayer de travailler ce sujet-là. Ouais. Pardon, excuse-moi. Ouais, ça va être une fonction qui va être importante parce que c'est vrai qu'on a souvent peu de temps pour pouvoir optimiser, analyser. Voilà, le travail qui est effectué, il est l'essentiel autour des familles et des jeunes, et en tout cas des personnes accompagnées. Là aujourd'hui, voilà, si c'était un simple clic pour pouvoir avoir un lien direct, ce serait idéal. Une des difficultés pourrait être les adresses des usagers. On peut avoir des adresses théoriques avec un point de ramassage pour les parents séparés, voilà, semaine 1, semaine 2. Ça, c'est peut-être des informations qui seront assez difficiles à récupérer parce que les présences, on les a, les adresses des jeunes, on les a. Et ce sera effectivement cet aspect-là de chez qui on récupère et quels sont les critères un petit peu plus individuels. Voilà, une famille qui est en situation de handicap avec une fraction de handicap, là, ce sera une prise en charge domicile. Bon, voilà. C'est notions qui sont peut-être des éléments à rajouter ou à individualiser. Mais dans tous les cas, les données GPS des usagers et les présences, ça déjà, je pense que c'est des fonctions qui seraient importantes à optimiser en interopérabilité. Avant d'attaquer une autre question là, parce que, qui parle de Nomad, je me posais moi la question de est-ce que aussi cette mise à disposition de l'interface auprès des usagers, ça génère aussi une qualité de service, en tout cas une perception de cette qualité de service qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Et oui, en fait, quand on a fait un entretien auprès des familles, on était en train de réfléchir par rapport à Nomad. La première demande des familles, c'était pour nous, le pire dans les transports, c'est attendre dans les froids, parfois, quand c'est l'hiver, et ne pas savoir quand est-ce que la voiture elle va y arriver. Les médico-social, il y a une particularité, c'est un transport qui n'est pas régulier. C'est pas comme une école où les enfants ils vont venir tous les jours. Donc, dans les médico-social, il y a une centaine lundi et 80 mardi. Donc, il y a des variations importantes par rapport à la régularité de la prise en charge. Et si en plus on rajoute le fait qu'il y a peut-être une probabilité plus importante de générer des crises, ça peut s'enchaîner et éventuellement créer des transports qui parfois ils arrivent pas mal en retard. Et c'est vrai que les familles s'étaient un peu frustrées par rapport à ne pas savoir à quelle heure la voiture va y arriver. Et donc, cette application mobile, on s'est concentré vraiment sur cette fonctionnalité de coordination dans la prise en charge parce que c'est vrai qu'on envoie la notification aujourd'hui, on va passer dans 15 minutes
dès qu'ils cliquent sur la notification, ils ont la possibilité de voir en temps réel la voiture. Il y a certaines familles qui me disent, en fait, je prends le petit déjeuner, je vois avec Nomad la mini-voiture qui est en train de se rapprocher et je descends exactement quand la voiture, et on sait que la voiture sera en face de la maison. Ouais, donc ça a une valeur ajoutée importante au-delà des économies, c'est la relation aussi et la qualité de service aux usagers, c'est clair. On a un écho, Christophe, à ton micro. Ben, je sais pas, moi je sais pas. En fait, oui. Peut-être c'est toi qui coupe ton micro. Je vais couper mon micro. Voilà, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Merci Vincent. Et puis une dernière question, je crois, de la part de Julien. Ça c'était évident comme question. Quelle serait, il y en a une autre qui vient d'arriver qui pose exactement la même question, quelle serait l'estimation du coût d'une solution comme Nomad? Ouais. Et par rapport au coût, en fait, le coût, il est d'une certaine manière progressif. C'est un coût qu'on facture par usager et conditionné aux gains qui sont effectués par l'application. Certains établissements, tous les établissements dans le médico-social, vous savez plus que moi, ils sont assez hétérogènes dans son stratégie numérique. Il y a certains qui sont très poussés dans l'optimisation des circuits parce que moi, je connais des professionnels qui ont des murs immenses dans lesquels ils mettent la demande de transport et qu'ils ont développé ces moyens pour optimiser les circuits ou des cartes physiques dans lesquelles ils mettent des pins et des fils rouges qu'ils essayent de connecter pour programmer les circuits. Et donc, certaines personnes ils sont beaucoup plus poussées au niveau de l'optimisation des circuits, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu un cas dans lequel on fait une optimisation et on n'arrive pas à réduire moins de 9,8% des coûts total de transport. Donc, du coup, la structure des coûts, c'est qu'on facture une cinquantaine d'euros par usager par année. C'est un forfait annuel, c'est-à-dire qu'un établissement de 100 personnes, on est entre 5 000 et 7 000 euros avec la formation et la mise en place de la solution. La première année, la deuxième année, on facture 5 000 euros par année pour un établissement de 100 places, par exemple. Ok, merci. Bah, ça te donne une bonne idée déjà. Et la dernière question, c'était combien coûte Nomad? La réponse, tu viens de la donner, Giovanni. Elle était en lien avec celle d'avant. Est-ce que vous avez... je regarde quand même sur le chat, des fois, s'il pourrait y avoir d'autres questions. Je n'en vois pas. Ça a bien été posé dans la question. Sur cette question de coût, et on voit bien qu'avec l'usage, finalement, on commence à travailler à avoir des solutions et améliorer les solutions complémentaires. Moi, pour ma part, c'est la deuxième fois que j'utilise Nomad, mais pas pour sa fonction native. C'est-à-dire que je ne souhaitais pas internaliser le transport et avoir un logiciel qui le gère. Et c'est plutôt une utilisation détournée, ce qui montre que voilà, il peut y avoir des usages qui sont différents. Et là, vraiment, c'était plus dans une fonction d'audit flash. Voilà, quand c'est une notion d'internalisation, voilà, ça fait partie de solutions qui permettent réellement de gérer. Moi, je l'ai pas utilisé comme tel. Et dans tout le cas, voilà, ça fait partie des échanges que j'ai eu avec Giovanni sur la manière dont on a les établissements dans leur diversité, dans la manière dont ils sont organisés, ont besoin d'adapter les appuis et les aides dont ils disposent. Est-ce que c'est d'avoir un outil pour gérer pour eux? Est-ce que c'est d'avoir une analyse fiable? Est-ce que c'est d'avoir voilà, juste un conseil? Bon, voilà, ça c'est peut-être une gradation et notamment voilà, ces questions aussi d'interfaçage avec les DUI. Toutes ces questions permettent peut-être voilà, globalement d'arriver à faire évoluer nos manières de piloter les établissements. Et là, aujourd'hui, ça fait partie de nouvelles solutions qui émergent et on voit bien que au-delà du discours théorique de c'est optimisé, on vous propose le top, il y a bien des différences et on voit bien qu'il y a un gap important. Voilà. Même avec des sociétés qui se disent spécialisées, expertes, avec des logiciels dédiés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour les OG d'avoir cette analyse un peu plus fiable et objective. Et je pense qu'il faudra faire la différenciation entre, je sais qu'il y a pas mal de transporteurs, et c'est pas pour aller contre les transporteurs, mais beaucoup de transporteurs pour dire qu'ils sont des logiciels dédiés. Effectivement, dans les marchés, il y a beaucoup de logiciels qui font l'optimisation des tournées. Et ça, c'est assez standard. Il y a
pas mal de fournisseurs. Par contre, entre l'optimisation des tournées et l'optimisation des tournées dans les médico-sociales, il y a beaucoup, beaucoup de différences parce que une chose, c'est optimiser les tournées, une autre chose, c'est optimiser les tournées et prendre en compte la configuration de la voiture marchant en fauteuil roulant, optimiser les tournées et prendre en compte que certaines personnes ne peuvent pas aller avec une autre personne et prendre en compte éventuellement le taux maximal de trajet individuel de chaque personne. Donc, dans les médico-sociaux, il y a beaucoup de particularités qui font de l'optimisation des tournées un problème qui est complètement différent à une problématique standard d'optimisation des circuits ramassage. Donc, dans la logistique, à chaque fois qu'on construit une problématique logistique, on est basé sur une problématique les problèmes des voyageurs du commerce, par exemple. Et c'est ça la base de la problématique logistique, auquel on commence à rajouter des contraintes qui font de chaque problématique logistique une particularité. Et donc, même si le transporteur il dit on a un logiciel qui est dédié, s'il ne prend pas en compte les besoins spécifiques du médico-social, on sera toujours sur une proposition qui n'est pas optimale par rapport aux besoins des usagers. Ok, super. Je vois s'il reste encore une autre question. Non. On avait proposé tout à l'heure un petit sondage, c'était par rapport au type d'outils que vous utilisez aujourd'hui pour optimiser cette fonction de transport. On vous propose aussi rapidement, on avait une autre petite question, savoir si comment vous gérez le transport au sein de votre établissement. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez en interne avec vos propres navettes ou est-ce que vous faites déporter ça directement chez un prestataire? Si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas à répondre. Comme ça permet d'avoir une idée aussi de la typologie. Est-ce que du monde qui répond? Ouais, pour l'instant 5 votes. En externe. Ah, 50-50. Mince. On a 6 votes. Si ça vous correspond, voilà, n'hésitez pas. Est-ce que Florian, Giovanni, vous aviez d'autres choses à rajouter? Sinon, est-ce qu'il reste des questions? Ok. Il y en a qui font les deux. Ah, j'ai dans le chat, quelqu'un a dit qu'il fait les deux. C'est un mix des deux. On aurait pu mettre aussi ce mixte. Mais bon, ça nous donne une petite indication. Giovanni, c'est bon? Ouais, non, c'est vrai que cet usage hybride et internaliser une partie, externaliser une partie, c'est assez courant dans le médico-social. Et ce que nous faisons quand il y a ce mixage des deux, c'est qu'on propose tous les tournées en ensemble et c'est à l'établissement en fonction des horaires et de certains professionnels, par exemple, c'est les professionnels qui vont effectuer les tournées et qui sont payés par l'établissement. C'est en fonction des temps de travail qui va entre la prise de service et jusqu'à la fin des tournées, qu'éventuellement, eux, ils vont affecter certaines tournées à l'établissement pour les faire en interne et certaines tournées, ils seront externalisées. D'accord. Donc, c'est d'abord l'optimisation se fait en interne et après, ce qui reste est proposé en externe. C'est ça, ils externalisent une partie, ils internalisent une partie. Ok. Bon, Florian, quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est indiquer que c'est des sujets qui vont nous occuper pendant les prochaines années, hein, parce que voilà, l'augmentation des coûts de transport, je pense qu'on est qu'au début. On voit que les impacts là aujourd'hui sur les contraintes en centre-ville, ça va dépendre effectivement de l'implantation des différents établissements, mais voilà, quand on est sur des secteurs où les aspects de contraintes environnementales font qu'on doit passer à des flottes électriques. Voilà, il y a forcément des enjeux à ce niveau-là. Je parlais du passage de 9 à 7 places pour certains véhicules. Voilà, là aujourd'hui, moi j'ai fait appel à un autre transporteur pour voir qu'est-ce qui serait possible. Voilà, il me dit si on vise 2025, ce sera que les véhicules 7 places. Bon, ce qui impose encore un autre contexte. Je pense qu'il serait aussi pertinent à terme d'avoir une analyse par territoire et pas forcément par OG. Aujourd'hui, on a une approche qui est par établissement gestionnaire, alors que dans certains territoires, on a quand même une variété, une diversité d'établissements, et que voilà, c'est aussi, je pense, un des vecteurs
d'optimisation, de pouvoir imaginer des circuits qui soient mutualisés entre établissements de différents organismes gestionnaires. Pour nous, cette mutualisation, peut-être vous dire aussi, hein, ça a quand même nécessité une légère adaptation du fonctionnement, puisque on était parti sur des fonctionnements par établissement et on a maintenant une mutualisation. Donc, c'est plus logique d'un point de vue géographique, mais ça veut dire qu'il y a certains enfants qui arrivent à 9h et d'autres à 9h15. Donc voilà, ça nécessite une certaine agilité au niveau de l'organisation pour permettre ces optimisations. Mais néanmoins, voilà, il y a une logique qui est plutôt pertinente. Okay. Donc voilà, de quelle manière effectivement on peut à terme travailler à ces questions sur un territoire géographique. Je pense que c'est une des vertus peut-être prochaines. D'accord. Bon, bah, écoutez, il va nous rester à vous remercier tous. Merci Florian pour ton retour d'expérience. Merci Giovanni pour ton expertise sur le sujet de la fonction transport. Nous, chez Aléa, on va, maintenant que la maturité numérique augmente dans les structures sociales et médico-sociales, on a trouvé intéressant de vous présenter petit à petit différentes fonctions. Vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser le levier numérique et vous travaillez, j'aimerais dire, peut-être encore de manière artisanale pour certains. Donc on vous propose, là c'était le premier de la série, hein, on a fait différents sujets transverses déjà auparavant, hein, sur la cyber, on avait invité des experts cyber, des gens de la DNS, de l'ANS aussi, mais on va petit à petit dérouler le tapis du levier numérique et puis on a fait un sujet sur la GED, on a fait d'autres sujets et on va vous présenter petit à petit au courant des semaines qui vont passer, vous proposer des sujets où on invitera des experts du sujet et on essaiera à chaque fois de vous intégrer un retour d'expérience pour que vous puissiez petit à petit utiliser de mieux en mieux le levier numérique pour vous permettre d'accompagner au mieux vos usagers et puis aussi d'améliorer peut-être aussi la QVT au travail en soulageant et en recentrant la valeur ajoutée des professionnels sur les différents sujets sur lesquels ils sont positionnés. On vous a posé là ici les contacts. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir la presse en entier. Et puis, il va nous rester à vous souhaiter un bon appétit, hein, vu l'heure. Et puis, on reste tous ici présents en lien avec vous pour vous proposer des retours ou à des questions que vous pourriez avoir ou toute suggestion. Et puis, si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous souhaitez qu'on vous propose en priorité, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez mon mail là en direct et puis on sollicitera les experts correspondants pour pouvoir toujours vous apporter un peu plus de réponses sur le numérique. Voilà, écoutez, à très bientôt. Merci encore à tous. Merci Giovanni, merci Florian. Merci. Merci à tous.